Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors chers amis de TV Liberté, aujourd'hui nous recevons Philippe Erlin. Philippe Erlin est économiste. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Vous êtes docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez publié des livres. L'or, un placement d'avenir chez Erol. Et surtout, Bitcoin, comprendre et investir, toujours chez Erol. Sur votre site, philippeerlin.com, vous nous parlez beaucoup, ces derniers temps, d'inflation. Or, il est important, je crois, de comprendre ce qui se passe, surtout avec la crise ukrainienne, qui va être un accélérateur d'inflation. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe. D'abord, ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle était à 3,6 en février, selon l'INSEE. Selon l'INSEE. Bon. Ça a commencé déjà il y a un certain temps, malgré les dénégations d'un certain nombre de politiques, bien sûr. Alors, que faut-il penser de tout cela? Oui, c'est-à-dire, on parle beaucoup d'inflation depuis quelques mois, parce que ça touche tous les produits. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inflation, elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis le début des années 2000. Mais elle était localisée uniquement dans l'immobilier et dans ce qu'on appelle les actifs réels, le marché de l'art, l'or, aussi le marché boursier. Alors pourquoi ça se passait comme ça? Pourquoi l'inflation a démarré à ce moment-là? Elle a démarré à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là que les banques centrales ont commencé à avoir une politique laxiste. Le QI. Voilà, quantitative easing en anglais. C'est-à-dire Alors c'est le fait de baisser les taux. Monétaire. Voilà, c'est-à-dire à l'époque c'était baisser les taux. Pourquoi ça s'est passé à ce moment-là? Il y a eu en janvier 2000 le crack des valeurs Internet. Oui, en effet. Et le 11 septembre 2001 les attentats aux États-Unis. Et la Fed, la Banque centrale américaine, a considéré qu'il ne fallait pas qu'il y ait une récession, sinon ça aurait été considéré comme une victoire des terroristes. Donc pour faciliter l'économie, la Fed a baissé ses taux d'intérêt. On est tombé pratiquement à zéro. Voilà. Donc ça veut dire que pour les banques, emprunter de l'argent à la Fed, ça coûtait quasiment rien. Et donc ensuite, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors aller sur les marchés boursiers, bof, bof, parce que quand il y avait déjà eu le crack peu de temps avant, ils se sont dit, peut-être pas forcément aller là, et se sont dit, on va aller sur le marché de l'immobilier. Surtout qu'à ce moment-là est apparu un nouveau produit financier que tout le monde trouvait génial, qui s'appelle les subprimes. Ouais. Alors ça, c'était très bien, parce que les banques faisaient des crédits aux gens qui achetaient leur maison. Ensuite, ces crédits étaient empaquetés dans un produit financier. Ils étaient vendus, c'est-à-dire qu'ils sortaient de leur bilan et récupéraient du cash. Et avec ce cash, ils pouvaient faire de nouveau des crédits immobiliers. Donc la machine s'est emballée. Et puis ça a commencé à aller mal. Quand la Fed a vu que la croissance était là, elle s'est dit, bon, c'est bon, tout marche bien. Donc je vais commencer à relever mes taux tout doucement. Et ça a posé des problèmes sur le marché immobilier parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde, les emprunts immobiliers se font à taux variable. En France, c'est à taux fixe. C'est une chance. En effet, oui. Mais on est une exception. Donc, il y a beaucoup de propriétaires qui ont commencé à se retrouver serrés à la gorge, qui ont commencé. Donc, il y a eu les défauts ont augmenté. Et puis, on s'est rendu compte que les subprimes, qui étaient censés être un produit résilient, parce qu'ils mêlaient des crédits de faible valeur avec des crédits solides, et on s'est dit, de toute façon, ça ira. Eh bien, non. Les subprimes ont explosé, et c'est la crise 2007-2008. Et là, on repart dans un cycle de baisse des taux. Et puis, comme les États ont dépensé beaucoup d'argent pour soutenir l'économie et pour soutenir les banques, ils ont accru leurs dettes. Et pour éviter que les taux montent trop, eh ben, la Banque centrale, donc aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, a acheté une partie de la dette des États. Voilà. Et donc, ils ont fait grossir leur bilan. Et quand une banque centrale achète de la dette souveraine, elle crée de la monnaie. Voilà. Nous, quand on achète quelque chose, on doit arbitrer. On achète ça et puis on se prive de ça, ou alors on tape dans notre épargne, ou alors on fait un crédit, on arbitre. Une banque centrale, quand elle décide d'acheter, elle crée de la monnaie. C'est magique sur un clavier d'ordinateur. Argent magique. Et donc, la quantité de monnaie a augmenté plus vite que la quantité de biens et services disponibles. Donc ça, on sait, l'histoire le montre, que ça se termine par de l'inflation. Mais donc,
l'expression métaphorique planche à billets est tout à fait justifiée. Tout à fait. Parce que certains économistes refusent qu'il y ait création monétaire. Parce qu'ils disent que lorsque la Banque centrale rachète des actifs, en réalité c'est une opération nulle. Parce que quand elle gonfle son bilan avec ses rachats d'actifs, c'est par ailleurs de l'argent qui n'est pas dépensé ou qui est immobilisé. Non, parce que l'argent qu'elle dépense pour acheter ses emprunts aux banques, les banques, elles disposent de cash. Voilà. Donc, elles peuvent l'utiliser pour faire des crédits, pour acheter des actions. Voilà. Donc ça se remet à circuler dans l'économie plus ou moins, quoi. Donc, il y a bien planche à billets. Il y a bien planche à billets, il y a bien croissance de la quantité de monnaie. Voilà. Et donc, on vérifie ce que le grand économiste Jean Bodin, 16e siècle, s'il vous plaît, a pour la première fois défini comme l'inflation. Il avait fait la comparaison entre les arrivées d'or des galions espagnols, donc l'augmentation du monnayage et l'augmentation du setier de blé, qui était la mesure du blé à l'époque. J'ai l'impression d'ailleurs qu'avec la crise ukrainienne, nous allons revenir sur le problème du blé. Voilà. Bon, mais laissons ça. Donc, Pierre. Alors Philippe Herrlin, on a vu l'INSEE a calculé pour février un indice des prix à la consommation en augmentation de 3,6%. Est-ce que vous partagez ce résultat ? Non, ce chiffre il est très bas, enfin même 3,6, j'ai l'impression qu'il se corrigeait même. Il faut savoir, sur 2021, l'indice officiel d'augmentation des prix, c'est 2,8. Alors je ne sais pas s'il y a un ménage français en France qui n'a vu les prix de son caddie et de ses factures d'électricité. C'était 2,9 en janvier dernier. D'augmenter que 2,8. Voilà. Donc l'inflation est sous-estimée. Pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu cette hausse immobilière dans l'indice des prix? Parce que l'indice des prix, pendant tout le début des années 2000, il est resté en dessous de 2. Oui, donc il n'y avait pas d'inflation. Le problème, c'est que l'indice des prix à la consommation ne prend pas en compte l'acquisition de logements. Ça peut se comprendre d'un point de vue formel, parce que l'acquisition de logement, c'est un investissement. Un investissement. Voilà, donc, ça n'a pas à figurer dans la consommation. Ceci dit, le logement principal, on le consomme, par définition. Bien sûr. Et puis, c'est pas comme un placement qui rapporterait de l'argent. Au contraire, ça en coûte. Et il y a des frais et tout ça, donc ça en coûte. Donc, l'exclure à 100% de l'indice des prix, moi, ça me semble spécieux. Voilà. Mais c'est pour ça que les gens avaient une dissension entre ce que leur disait l'INSEE, parce que comme l'inflation a été minorée, ils disaient votre pouvoir d'achat augmente, mais les gens qui avaient un emprunt sur le dos, ils ne voyaient pas leur pouvoir d'achat augmenter, au contraire. Quoi. Voilà. Et on en avait déjà parlé une fois avec vous, Philippe Herlin. L'INSEE intègre, et c'était l'objet d'un de vos livres, ce qu'on appelle l'effet qualité, et qui vient totalement biaiser le réel chiffre de l'inflation. C'est quoi l'effet qualité ? Voilà, alors ça, c'est le deuxième effet qui permet de minorer la hausse des prix. L'effet qualité, l'INSEE considère que si vous changez votre smartphone, et on va dire que les prix n'augmentent pas, il est au même prix que celui que vous avez acheté il y a 2-3 ans. Bon, pour vous, c'est neutre en termes de pouvoir d'achat. Voilà. Mais l'INSEE va considérer qu'il est plus puissant, son processeur est plus puissant, il a des fonctionnalités en plus, voilà. Donc, vous en avez plus pour votre argent. Donc, l'INSEE, dans sa base, va mettre un prix inférieur au prix étiquette. Et donc, tous les biens technologiques tirent vers le bas l'indice des prix. Voilà. De façon artificielle, parce que, surtout que on n'a pas beaucoup d'utilisations nouvelles par rapport à un smartphone il y a 2-3 ans. On consulte Internet, on regarde ses mails, on prend des photos, des vidéos, point barre. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de changement complet. L'apparition des smartphones, d'accord, c'est une révolution, mais ensuite, Donc, Donc, en plus, ça, c'est fait suivant des méthodologies qui ne sont pas expliquées sur le site de l'INSEE. J'ai bien regardé. C'est complètement du doigt mouillé. D'ailleurs, l'INSEE elle-même a comparé l'effet qualité sur les produits bien durables, genre fer à repasser, des choses comme ça, sèche-cheveux, machin. En France et en Italie, ils arrivent à des chiffres complètement différents. Ah oui. Donc c'est pas sérieux du tout. Pour moi, il faudrait le supprimer complètement, quoi. Ça n'a pas de sens. Mais ça permet de tirer, et après, on nous sort de 2,8% d'inflation en 2021. Donc le vrai chiffre, depuis, disons, le début des années 2000, il serait de combien elle serait de combien l'inflation en France ? Moi, je pense qu'avec la hausse de l'immobilier très forte qu'on a connue à partir de 2000, on aurait pu dépasser les 5%, c'est-à-dire le chiffre alerte. Voilà, quand on dépasse 5 en inflation, ça devient une alerte. C'est pas encore grave, mais voilà. Je pense qu'on aurait pu le dépasser en France et dans d'autres pays d'ailleurs. Mais on l'a jamais dépassé.
Nulle part dans le monde à ce moment-là. Maintenant, on le dépasse parce que ça touche les biens. Mais... Donc, si je vous comprends bien, vous seriez pour la suppression de l'indice tel qu'il est fabriqué actuellement. Pas la suppression. Mais ce remplacement par un panier plus complet. Alors un panier plus large. Moi, ce que je suggère aussi, c'est que l'INSEE sorte un peu de sa tour d'ivoire et fasse ce que j'appelle du big data, c'est-à-dire rendre public ses relevés de prix pour que d'autres institutions, des think tanks, des centres de recherche universitaires, ou des syndicats, parce que la CGT publiait un indice des prix dans les années 70-80, puissent faire leurs propres calculs. Alors, il ne s'agit pas de se balancer à la figure moi j'ai raison, toi t'as tort, mais au moins, ça permettrait d'avoir une réflexion sur la façon dont on construit un indice des prix. Alors qu'aujourd'hui, on a l'INSEE qui dit j'ai raison, taisez-vous, point barre. Quoi. Et il n'y a aucun débat sur la façon de calculer l'inflation. Voilà, on est complètement là-dedans, et ça, je trouve ça anormal. Voilà. Mais alors, il y a une chose qui est terrible, c'est que la ménagère, elle, perçoit que l'indice est au-dessus de 2. Bon, ça, c'est certain. Mais il y a des économistes, comme M. Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, président des rencontres d'Aix, qui, invité dans l'émission d'Ecorama, donc c'était en fin février, c'est il y a quelques jours, donc, a annoncé qu'il n'y avait aucun problème d'inflation. Comment peut-on être à ce point négationniste d'une réalité économique? Alors ça, ce sont les économistes, on va dire keynésiens ou autres, qui refusent de considérer que l'inflation peut naître de la Banque centrale, qui fait exploser son bilan. Ils ne veulent pas le reconnaître parce que ça remettra en cause toutes leurs croyances. Parce que c'est des gens, en général, qui poussent à les dépenses publiques en disant il faut faire du déficit, il faut dépenser, ça va soutenir l'économie, mais il n'y aura pas de problème, vous inquiétez pas. C'est le fameux cheap money de M. Keynes, la monnaie bon marché. Ou la théorie monétaire moderne, qui était un peu à la mode il y a quelques années, et encore maintenant, de dire on dépense de l'argent, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'inflation. Si, maintenant l'inflation elle apparaît. Ces gens-là croient que l'inflation c'est uniquement quelque chose de purement conjoncturel à cause de goulot d'étranglement. Alors c'est vrai que ça y contribue. Oui. À la sortie du Covid, il a fallu remettre en place des chaînes logistiques, remettre en marche des usines. C'est évident que ça a provoqué des goulots d'étranglement et des hausses des prix, on est d'accord. Mais c'est pas ça qui peut expliquer l'inflation aujourd'hui, quoi. Surtout, comme je viens de le dire, l'inflation c'est déjà un phénomène ancien. Et ça va continuer parce que l'autre cause, je ne sais pas si on va dire, mais l'autre cause fondamentale de l'inflation, c'est la transition énergétique, qui va nous coûter très cher. Très intéressant. Et qui va faire monter les prix de l'énergie. Et l'énergie, on en a besoin partout, donc ça va se diffuser dans toute l'économie. Alors justement, sur l'énergie, on est en pleine crise ukrainienne. Philippe Herrlin, on voit que l'Union européenne a lancé des sanctions économiques contre la Russie. Dans quelle mesure ça aura un impact sur l'inflation en Europe? Alors, ça va plusieurs impacts, mais juste pour terminer sur la transition énergétique, pour bien expliquer, c'est que les gens commencent maintenant à comprendre que les éoliennes, c'est pas très rentable, ça a besoin d'être subventionné. C'est subventionné par une taxe qui est directement inscrite sur la facture d'électricité. Bien sûr. Voilà. Et donc, plus on va faire d'éoliennes, plus l'électricité va augmenter. Voilà. Donc, les gens commencent à comprendre ça. Et puis, pour le pétrole, pour l'essence, le carburant, on met une taxe carbone parce qu'il faut décourager les gens des moteurs thermiques pour les inciter à aller sur des voitures électriques. Donc, la hausse des prix de l'énergie, elle est inscrite dans les faits pour les décennies qui viennent, avec le plan de vouloir réduire les émissions de CO2 de 50% d'ici 2030 et d'arriver à la neutralité carbone en 2050, il va falloir faire des efforts financiers délirants, à mon avis, qui sont inatteignables, donc on reviendra dessus avant, mais en attendant, on construit des éoliennes, des panneaux solaires, voilà. Et donc ça va faire augmenter le coût de l'énergie et ça va pousser l'inflation sur l'énergie elle-même, et puis comme l'énergie est consommée partout, ça va se diffuser partout. Et là, ce qui se rajoute, justement, avec la crise de l'Ukraine, c'est que ça fait monter les prix aussi sur l'énergie, quoi. Voilà. Parce qu'il y a une crainte. Alors, la Russie ne coupe pas le gaz et le pétrole à l'Europe, heureusement, parce que sinon, le système électrique tombe. Donc, oui, mais l'Europe aimerait bien, pourtant. Mais il y a des craintes sur le marché de l'énergie qui font qu'on voit que le baril de Brent et le prix du gaz se remettent à augmenter. Et ça, on va le payer sur la facture. Et pourtant, Bruno Le Maire a récemment déclaré « Les ménages français n'ont pas d'inquiétude à avoir
sauf pour le gaz, mais en tout cas, il dit qu'il n'y aura pas d'inquiétude pour les ménages, ni pour les entreprises. Alors ça, c'est un argument électoral. On est en période électorale, donc bon. L'État s'est engagé, enfin Castex s'est engagé à ce que la facture d'électricité n'augmente pas de plus de 4% en 2021. Ça aurait dû monter de 30 ou 40%. Hein. Parce qu'on est dans un système stupide aussi. Bon. Quelle référence on prend? On est dans un système de prix au niveau européen qui fait qu'on paye le prix de la dernière centrale au gaz allumée, quoi. Voilà. Voilà. Et donc on paye en France, enfin ça c'est vraiment du suicide, et on voit que la France a très mal négocié au niveau européen. On paye l'électricité en France comme si toutes nos centrales étaient au gaz. Voilà. C'est complètement aberrant. Le coût marginal. Voilà. Mais c'est complètement d'une structure qui est allemande. Voilà. Structure de production qui est allemande. C'est les Allemands qui ont réussi à nous trouver ça, parce que eux, c'est le cas. Parce que eux, ils ont effectivement beaucoup de centrales au gaz. Et surtout qu'ils arrêtent le nucléaire, donc ils prévoient d'arrêter le nucléaire. Donc ils ont énormément de centrales au gaz. Donc eux, ça les arrange. Ils ont pris un mode de calcul qui les arrange. Et la France n'a pas été capable de se rendre compte de l'entourloupe, et ce qui fait qu'on en paye les conséquences. Ça les arrange, mais 50% de leur gaz vient de Russie, et ils viennent de se tirer une balle dans le pied en coupant net Nord Stream 2. Alors ça c'est la guerre en Ukraine est en train de changer les choses. L'Allemagne vient de dire que finalement, nos centrales nucléaires, on va prolonger leur vie finalement. Hein, parce que augmenter la consommation de gaz russe, c'est pas trop, voilà, c'est plus trop à la mode maintenant. Donc, ils vont augmenter la durée de vie des centrales, mais ils vont rester de toute façon dépendants du gaz russe. Et voilà. Et alors, nous sommes plutôt dépendants du pétrole russe quand même, autour de 20%. Oui, tout à fait. Donc, et alors, justement, les entreprises comme Total, ou Technip, par exemple. Technip qui est surtout sur la recherche, mais Total aussi d'ailleurs, ont reçu l'ordre de M. le maire de quitter le territoire russe. Vont-elles le faire? Ont-elles le droit de rester? Ont-elles l'obligation de partir? Qu'en pensez-vous? C'est là où on voit aussi la niaiserie française par rapport à l'Allemagne. C'est que l'Allemagne... Elle fait aussi les sanctions contre la Russie, mais à aucun moment elle a envisagé d'arrêter ses achats de gaz, hein, parce qu'elle sait qu'elle en dépend. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez entendu qu'on nous a dit que certaines banques russes étaient exclues de SWIFT, mais pourquoi pas toutes? Pas toutes, parce que celles qui justement s'occupent du financement du gaz russe vers l'Allemagne, elles vont continuer de bénéficier de SWIFT, parce que les Allemands, ils veulent leur gaz. Oui. Voilà. Alors, donc eux, ils défendent leurs intérêts, et dans le même temps, on a Bruno Le Maire qui rue dans les brancards et qui dit il faut que toute entreprise française quitte la Russie, comme ça, d'un coup, alors qu'on est quand même au début de la guerre, qu'on se pose ce genre de questions dans 3 mois, dans 6 mois, je peux encore l'imaginer, mais là, dans l'urgence du moment, dire aux entreprises françaises, vous dégagez tout de suite, y compris Total, hein, il l'a dit. Hein. Alors c'est quand même un acteur important au niveau mondial. Considérable. Voilà. Considérable. On a Renault qui possède la marque Lada sur place. Oui. On a Alstom, Engie qui sont présents sur place. Donc on a 500 entreprises françaises en Russie, je crois. Voilà, donc c'est des grosses boîtes. On est un des principaux, Technip, on est un des principaux partenaires économiques de la Russie. Et tout d'un coup, il faut que toutes ces entreprises-là plient bagages pour revenir en France. C'est du suicide économique. C'est-à-dire que les sanctions, elles vont plus nous toucher nous que la Russie, parce que la Russie, ils trouveront des remplaçants. Hein. Oui. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des Allemands. Et des entreprises américaines. Ou des Américains qui prendront une filiale, genre à Dubaï ou autre, pour pouvoir rentrer sur le marché et récupérer le business. Hein. Donc c'est du suicide complet. Oui, mais monsieur... Et encore une fois, c'est comme le tarif électricité, on en parlait tout à l'heure. La France est incapable de défendre ses intérêts, alors que l'Allemagne, elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est un littéraire, il ne connaît rien à l'économie. Il écrit des romans. Il ne connaît rien à l'économie, mais moi je considère qu'il faut mettre la responsabilité au niveau de Macron. Hein, parce que le maire, il est là, c'est un porte-parole, hein, c'est pas lui qui décide. Donc, Alors, justement, il y a une très grosse banque qui est la banque de Gazprom. Gazprom Bank. Est-elle soumise à SWIFT ou ne l'est-elle pas? Je n'ai pas réussi à le savoir, ça. De toute façon, non, je pense qu'elle ne sera pas touchée, parce que c'est le gaz qu'elle vend en Allemagne, donc il ne faut pas l'embêter. Elle, il ne faut pas l'embêter. Voilà. Est-ce qu'on peut prévoir, Philippe Herrlin, à quel point l'inflation peut augmenter avec le démarrage de cette crise en Ukraine? Alors, la guerre en Ukraine, ça va déclencher beaucoup de choses. Déjà, ça va déclencher quand même une récession économique, parce qu'il y a tout d'un coup des flux d'échanges qui avaient lieu entre la Russie et l'Europe qui vont s'arrêter net.
Donc il y a les entreprises françaises exportatrices qui vont être touchées. On l'a vu à l'époque de la Crimée, le secteur alimentaire a été très touché. Là, ça va concerner tous les secteurs d'économie, parce que sans même parler des entreprises installées en Russie, il y en a beaucoup qui exportent en Russie. C'est quand même un marché important, hein. C'est 150 millions de personnes, un niveau de vie qui est quand même... et puis bon, voilà, donc il y a beaucoup d'entreprises françaises qui vont être touchées, ça va créer une mini-récession. Donc ça va obliger l'État à faire des aides, évidemment. En plus, on est un peu électoral, donc ils vont faire marcher la planche à billets pour formuler des aides. Et donc, on va rester dans cette logique du déficit budgétaire, et donc de la planche à billets, et donc de l'inflation. Voilà. Alors, nous allons faire une pause, mais nous allons revenir sur cette inflation sous plusieurs angles. Sous l'angle de la guerre en cours, mais sous l'angle aussi des structures de l'économie française. On continue avec Philippe Herrlin de parler d'inflation. Philippe Herrlin, j'ai lu dans l'un de vos derniers papiers que la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne allaient remonter leur taux directeur pour lutter contre l'inflation. Est-ce que vous pensez qu'ils vont en effet, eu égard à ce qui se passe à l'Est, tenir leurs promesses ? Alors déjà, sur le fond, on est à une époque où il y a de la dette partout, il y a beaucoup trop de dettes et une remontée significative des taux me paraît impossible. Maintenant, c'est vrai que les banques centrales ont annoncé une remontée graduelle et de petits niveaux à partir du mois de mars. Et là, on vient d'apprendre qu'à cause de la guerre en Ukraine, ça va être repoussé de plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on va nous mettre l'inflation sur le dos de Poutine. Ça, c'est très pratique. On l'a mis sur le dos du Covid, on le met maintenant sur le dos de Poutine. Voilà, ça évite de parler de la planche à billets, ça évite de parler de la transition énergétique. C'est la faute à Poutine, allons-y, et voilà. Et d'ailleurs, le vice-premier ministre hollandais a dit que l'inflation était le prix à payer pour combattre Poutine. Voilà, donc maintenant c'est clair, le narratif est enclenché, et si les gens se plaignent de l'inflation, on leur dira c'est pas de notre faute, c'est la faute à Poutine. C'est très pratique d'avoir comme ça un argument qui est complètement stupide, parce que ça n'a aucun sens, mais voilà. Mais alors, ça permet de détourner l'attention. Mais donc, il n'y aura pas de hausse des taux, alors ? Il n'y aura pas de hausse de taux. Les États vont continuer le déficit. Je rappelle que l'Allemagne a aussi annoncé qu'elle allait consacrer un fonds de 100 milliards d'euros pour le réarmement et qu'elle allait monter ses dépenses militaires à 2% du PIB. Ça, c'est un changement complet. Y compris en faisant du déficit budgétaire. Donc ça, c'est un changement complet de l'Allemagne. C'est énorme ce qui se passe. Nous sommes en train de changer d'époque, là. Voilà. Et je pense que les autres pays de l'Est vont faire pareil aussi. Donc on va aller vers du déficit, quoi. On va continuer ce déficit sous prétexte de la guerre en Ukraine, voilà. Oui. Et donc, on va continuer la planche à billets, et donc il y aura de l'inflation, voilà. Et donc c'est une fois de plus les pays comme la France, l'Italie et l'Espagne qui vont en souffrir davantage que l'Allemagne ou la Hollande, par exemple. Ceci dit, tous les pays souffrent de l'inflation. Et l'inflation, c'est vraiment quelque chose de dangereux. C'est une forme de taxe qui pèse sur tout le monde. C'est un impôt supplémentaire. Voilà, c'est comme un impôt. Quand on a 4% d'inflation, c'est 4% de pouvoir d'achat qu'on perd. Si le salaire n'augmente pas, et c'est un peu le cas, le salaire n'augmente pas vraiment. Et globalement, à travers vos analyses, on voit se dessiner quelque chose qui me paraît gravissime. C'est que si l'Ukraine est peut-être perdante dans cette affaire, peut-être la Russie aussi, la grande perdante, c'est l'Europe. Parce que son industrie va souffrir, parce qu'il va y avoir découplement de la source énergie et de la source industrie. Source énergie, la Russie, source industrie, l'Europe. Au fond, l'Europe de l'Atlantique à l'oral. Oui, voilà, c'est-à-dire les Américains, ils suivent un objectif géopolitique depuis longtemps, qui est énoncé clairement par les géopolitologues comme Brzezinski ou Kissinger. C'est le découplement de l'Europe de l'Ouest avec la Russie. Voilà. Ouais. Ils veulent absolument éviter une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Voilà. Parce que ce serait une puissance, ce serait vraiment une méga-puissance, parce qu'il y aura la technologie, l'industrie avec les matières premières. Ouais. Et là, ça pourrait inquiéter et être au niveau des États-Unis. Là, il y a quasiment un rideau de fer qui est en train de se mettre en place, comme à l'époque de l'URSS. Alors c'est tragique pour l'Europe, voilà, et donc il y a un découplement. Puis la Russie, elle va se tourner vers la Chine, voilà, et donc ça c'est tragique. Et puis les États-Unis, comme ça, ils vont garder l'Europe au second plan, puis ils vont pouvoir se concentrer sur leur vrai ennemi géopolitique, qu'est la Chine.
D'accord. Voilà. Donc pas de remontée des taux, donc on va continuer à imprimer des billets. Est-ce que de ce point de vue-là, l'exécutif français se frotte pas les mains ? Oui, parce que en même temps, ça les arrange. Il n'y a aucune volonté de réduire le déficit en France, depuis toujours, et encore plus avec Macron qui a explosé les records. Et la planche à billets, ça va permettre de distribuer de l'argent à toutes les clientèles électorales. Donc, mais alors, est-ce que ça ira ça sera quoi la conséquence de ce QE sur les marchés et sur les TPE-PME ? Alors, la conséquence, ça va être de l'inflation. Il faut comprendre que l'inflation, c'est vraiment un mal. C'est-à-dire, déjà, ça ponctionne le pouvoir d'achat, parce que les salaires ne suivent pas aussi bien l'inflation contrairement aux années 70. Alors justement, c'est ça le problème. C'est qu'on est habitué à la course prix-salaire, qui était le type de structure d'inflation des années 70-80, sur lesquels il semble bien qu'un certain nombre de boomers sont restés. Bon. Oui, c'est-à-dire beaucoup disent... Oui, est-ce que les salaires vont suivre ou est-ce qu'ils montent ? C'est ça la question. Le phénomène est un peu différent, parce que c'est vrai que si les salaires ne suivent pas du tout, au bout d'un moment, l'inflation elle doit s'arrêter parce que les entreprises ne vendent plus. Et donc, beaucoup d'économistes disent il n'y a pas vraiment d'inflation parce qu'il n'y a pas de boucle prix-salaire. En fait, il faut élargir le point de vue. Les salaires ne suivent pas tellement, mais les revenus, eux, ils suivent à peu près. Les revenus, j'entends, les revenus versés par l'État. Je vais prendre l'exemple emblématique du chèque inflation de Castex de 100 €. Alors, 100 €, c'est marginal en volume, mais c'est l'idée, quoi. C'est-à-dire que là, c'est de l'argent qui est distribué aux gens. Comme ça. Et donc, ça contribue à augmenter les revenus des ménages. Donc, si on prend un peu de recul et qu'on regarde, non pas les salaires, mais les revenus des ménages, eh bien, il y a à peu près une indexation. Alors, pas aussi parfaite que les années 70, mais quand même. Quand pendant le Covid, on a payé les gens au chômage partiel quand ils étaient chez eux, c'est la même chose. Les gens étaient payés à rien faire. Bon, je ne reproche pas de l'avoir fait, c'est pas... Mais je veux dire, d'un point de vue économique, on a versé des salaires aux gens qui ne produisaient rien. Voilà. Et là, cette politique de chèque, il faut savoir qu'aux États-Unis, elle est très importante. C'est des chèques beaucoup plus importants et qui ont été faits à plusieurs reprises. Donc ça contribue à augmenter les revenus des gens qui peuvent consommer. Donc on est à peu près, on est dans une forme d'indexation, une pseudo-indexation, revenu-prix, qui permet d'alimenter l'inflation. Et alors, cette inflation qui va peser sur les entreprises, est-ce que ça va poser problème à ces entreprises qui devront rembourser ce que l'État leur a prêté pendant le Covid ? Alors pour le PGE, ça pourra à la limite faciliter le remboursement des PGE parce que la valeur la valeur réelle de ces PGE va diminuer. Elle va fondre. Elle va diminuer du montant de l'inflation. Donc ça, c'est plutôt le point assez positif. Mais il faut savoir que l'inflation, c'est aussi mauvais pour les entreprises parce que ça perturbe leurs prévisions. Une entreprise, quand elle fait un plan d'investissement, quand elle décide d'ouvrir une chaîne de production, de racheter une entreprise, elle fait des prévisions à 5, 10, 15, 20 ans pour évaluer la rentabilité. Quand vous avez les prix qui montent et vous ne savez pas si on va retomber à 2% ou si on va monter à 10%, c'est très compliqué de faire des prévisions. Et donc, dans une période d'incertitude au niveau des prix, les entreprises ont tendance à se recroqueviller, à rester sur leur marché pour garantir l'essentiel et à limiter leurs risques. Et limiter l'embauche. Et limiter l'embauche, et la conséquence, ce sera limiter l'embauche. Donc c'est aussi mauvais pour les entreprises parce que ça perturbe leurs prévisions. C'est pour ça que c'est vraiment mauvais, l'inflation. Il y a peut-être aussi une conséquence, si l'inflation est différentielle selon les pays, selon les zones géographiques, on peut avoir une moindre compétitivité eu égard à la propension de tel ou tel pays à augmenter plus rapidement ses prix. Et donc c'est la compétitivité de la France, par exemple, qui peut être compromise. Oui, alors ça peut jouer là-dessus, ça peut jouer aussi sur les cours des monnaies aussi, qui peuvent varier à cause de l'inflation différenciée, donc ça va créer tout un tas d'incertitudes. Aussi, par exemple, pour les entreprises qui exportent, ça va devenir plus compliqué, quoi. Mais est-ce que, dans ce cas-là, ça n'est pas, à terme, la ruine de l'euro ? Non, enfin, la ruine de l'euro, ça ne peut pas venir forcément de ça, enfin, sauf si l'inflation se met vraiment à décoller. La ruine de l'euro, moi, je la vois plus par si ça peut arriver, je la vois plus par le biais d'une crise bancaire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de grosses banques en Europe qui ont des bilans énormes pour des fonds propres très limités. On est de l'ordre entre le cash disponible et la taille du bilan, on est à un rapport de 1 sur 30 à peu près, quoi. Aux États-Unis, ils sont de 1 sur 10, qui est plus cohérent. Alors, même si ça ne protège pas tout à fait complètement des crises, mais c'est quand même plus sérieux, quoi.
En France, on reste en France, en Italie. Oui, c'est 27, Jean-Pierre Chevalier avait calculé. C'est aussi les États-Unis avec la Deutsche Bank. Hein. Oui. Bon, voilà. Avec beaucoup de produits dérivés, beaucoup de hors-bilan. Tout ça, ça crée. Moi, je le dénonce depuis longtemps, ça crée une incertitude qui fait qu'en cas de choc, ça peut nous coûter très cher et là, ça peut faire sauter l'euro. Voilà. D'accord. C'est ce risque est plutôt à ce niveau-là. Quoi. Non, parce qu'on peut imaginer que si l'inflation est plus forte en France et en Italie, par exemple, qu'en Allemagne, les distorsions peuvent se produire, notamment à travers Target, par exemple. Oui, alors, la balance, parce que comme l'euro est en fait une pseudo-monnaie unique. Voilà. Parce que chaque pays a des balances. Donc ça, pour moi, c'est pas une vraie monnaie unique. Voilà, exactement, oui. Ça crée des déséquilibres à l'intérieur de la zone. Bon. Donc tout ça, pour l'instant, c'est maîtrisé, mais c'est aussi pour ça l'histoire de la remontée des taux. Si la Banque Centrale Européenne, qui a racheté quasiment la totalité de la dette Covid, toute la dette qui a été émise au moment de la crise du Covid par la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne aussi et d'autres pays, elle est achetée en totalité quasiment par la Banque Centrale Européenne. C'est pour ça que les taux d'intérêt ont à peine bougé. Oui. La Banque Centrale Européenne sait que si elle réduit ses achats, ça oblige ces États à trouver des investisseurs étrangers. Bien sûr. Et là, ils vont regarder la qualité des pays. Et la Grèce, elle va devoir monter ses taux pour placer ses emprunts. Hein. Et donc, il va y avoir une distorsion entre la Grèce, l'Italie, et puis l'Allemagne qui restera très bas. Hein, et la Hollande, par exemple. Et la Hollande, les pays nordiques, ils vont rester très bas. Et des distorsions comme ça au sein de l'euro, c'est pas bon. C'est pas bon, voilà. Donc c'est ça qui pourrait provoquer une... Alors à terme, ça peut provoquer une crise. Parce que la crise de 2011, en Europe, c'est ça, c'est la Grèce qui fait défaut sur sa dette. La Grèce est passée à 220% du PIB de dette. L'Italie à 170%, c'était la valeur de la Grèce au moment du crack. Sauf que l'Italie, c'est un peu plus gros que la Grèce. Oui. Et la France est une grosse Grèce. Et la France, on est passé à 120, qui était la valeur de l'Italie avant la crise de 2011. Quoi. Et l'Europe est une grosse Suisse molle. Oui, c'est pas de vous. Non, c'est pas de moi. C'est de Madame Rossi. J'aimerais bien que la France et l'Europe soient gérées comme la Suisse. Hein, on n'aura pas de problème. Oui, en effet. Vous évoquiez un petit peu le chèque énergie. Après le quoi qu'il en coûte relatif au Covid, est-ce qu'on, avec cette crise ukrainienne, peut se tourner vers un quoi qu'il en coûte énergétique et à des nationalisations d'EDF, à une nationalisation d'EDF? Non, pas dans ce sens-là. La voie dans laquelle on est parti, c'est vraiment la transition énergétique et donc des subventions énormes en faveur de cette transition. Donc j'ai parlé des éoliennes tout à l'heure, c'est aussi la voiture électrique. Parce que je rappelle que dans le plan de l'Union européenne, il faut arrêter le moteur thermique en 2035. Hein, et il faut quand même comprendre que basculer complètement sur la voiture électrique, en France, ça n'a absolument aucun sens. Bon, déjà, les voitures électriques, pour qu'elles polluent moins qu'une voiture essence, parce que ça coûte, on dépense beaucoup de CO2 à fabriquer la batterie. Hein. Voilà. Il faut prendre tout le cycle de vie. Il faut qu'elle fasse vraiment beaucoup de kilomètres pour arriver en dessous et pour un gain minime. Et puis fonctionner avec des voitures électriques, c'est pas possible. Il y a le recyclage aussi. Alors il y a le recyclage, tout ça. Et fonctionner avec des voitures électriques, c'est pas possible. Quand Pourquoi? on voit les problèmes qu'ont les gens avec les bornes, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. On va vous dire, on va en installer plus. Oui, mais même ça, mais c'est très compliqué. Vous allez faire la queue devant les bornes. Mais comment? Oui, mais alors qu'on en installe plus dans les grands axes. Et encore, les grands axes, les jours de départ en vacances, ce sera bouché, ça marche pas. Et puis comment on va en installer pour les Corréziens, pour les Creusois? Voilà. Vu la taille des territoires et le peu de voitures, ça n'a aucun sens d'installer. Et d'ailleurs, on constate aujourd'hui que les possesseurs de voitures électriques, aujourd'hui, à 90%, c'est une deuxième voiture. C'est-à-dire qu'ils ont la voiture familiale pour les vacances et puis ils ont la voiture pour monsieur ou madame pour aller au travail. Hein, et puis là, et 90%, ils rechargent chez eux. C'est-à-dire que la voiture rentre à la maison. Donc, dans ce format-là, c'est cohérent, ça peut marcher. Mais considérer... Mais ça, c'est pas accessible à tout le monde. Hein. Quand on habite à Paris au 3e étage, comment on recharge sa voiture comment donc on met sur des recharges. Et là, ça marche plus. Ça marche plus. Donc c'est un non-sens complet. Mais on va dans cette voie-là. Il y a déjà un bonus-malus qu'on fait payer au moteur thermique pour subventionner. Mais quand il y aura moins de voitures essence, il faudra subventionner lourdement les voitures, les voitures électriques. Donc ça va coûter un fric monstre. Un pognon fou. Et c'est un pas pognon viable. de dingue. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, l'Allemagne a dit qu'elle refusait
La suppression des moteurs thermiques en 2035. Une première décision, c'est une bonne décision. Ils ont eu raison. Alors que Macron, lui, il est parti à fond là-dedans. Voilà. Et M. Carlos Tavares, qui est président de Stellantis, Peugeot, a dit que la voiture électrique était, dans le contexte actuel, une absurdité. Voilà, c'est un des rares dirigeants d'entreprises automobiles qui ose prendre la parole dans les médias pour dénoncer ça. Il dit, pour nous, c'est un objectif politique. Voilà. Bien sûr. C'est les écolos qui imposent ça, mais ça n'a aucun sens. Hein. Et puis la voiture électrique, ça va aussi nous rendre complètement dépendants de la Chine. Alors ça aussi, c'est top, hein, c'est très intelligent. Pour les batteries, voulez-vous ? Pour les batteries, parce que c'est des métaux rares, donc indépendant de la Chine. Avant, on était dépendant des pays arabes pour le pétrole, mais encore, il y a plusieurs pays, et puis il n'y a pas que les pays arabes, il y a aussi d'autres pays qui ont du pétrole, donc ça permet un peu de diversifier. Là, on dépendra à 90%, enfin même plus, de la Chine. C'est très intelligent. Alors le jour où la Chine envahit Taïwan, on fait quoi ? On arrête d'acheter les batteries ? Ah bah non, c'est pas possible, parce que... On roule plus ? Voilà, on peut plus rouler, donc... on revient au rickshaw ? Voilà, on revient à la carrière à la cheval, ou voilà, mais bon, enfin, c'est complètement aberrant, cette politique, quoi. Mais le lithium n'est pas le monopole de la Chine. Non, le lithium, non, mais il faut des métaux rares. Oui. Il faut des métaux rares dans les éoliennes, d'ailleurs, oui. Et aussi dans les batteries et dans les voitures électriques. Vous évoquez un risque de faillite en cas d'hyperinflation. On est en Europe déjà à 5,1% d'inflation. Ça commence à partir d'où l'hyperinflation ? L'hyperinflation, c'est quand les prix se mettent à monter en exponentiel, quoi. Actuellement, l'Argentine et la Turquie sont autour de 50%. Alors c'est déjà gravissime, parce que ça ruine les épargnants. La France a connu ça 3 années de suite après la guerre. Oui. 45, 46, 47, 50% d'inflation, ça veut dire que là... Avec dévaluation en chaîne. Voilà, donc là, les épargnants ont été rincés complètement. Ceux qui avaient des biens immobiliers ou des actifs réels, ils ont pu s'en tirer, mais ceux qui avaient de l'argent à la banque, c'était fini. Ouais. Donc ça annihile l'épargne d'un pays. Donc ensuite, ça bloque complètement le développement économique, parce que comment on se développe après s'il n'y a plus d'argent ? Bon. Est-ce que toutes ces crises conjuguées qu'on va rencontrer peuvent créer une hyperinflation ? Oui, parce que là, on est dans un circuit où la planche à billets va être encore utilisée, comme je l'ai dit, notamment avec la crise de l'Ukraine. Donc la remontée des taux, qui était timide, est déjà repoussée au calendrier grec. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire une vraie remontée des taux. Il faut se rappeler comment on a vaincu l'inflation des années 70. C'est le patron de la Fed, Paul Volcker, qui a monté le taux directeur de la Fed à 20%. Oui, 20%, voilà. Absolument. 20%. L'inflation aux États-Unis, en 1980, était à 13%. Ouais. Ils montent les taux à 20%. Ouais. Alors là, ça a créé une mini-dépression. Oui, ça a fait sauter le Mexique et pas mal de banques américaines. Bon, mais ils ont réussi à gérer. Et ensuite, l'inflation a été vaincue. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Alors, même pas 20, mais ne serait-ce que 10, c'est impossible. Ouais. Parce que là, on fait sauter quantité de pays, plein d'entreprises, même des entreprises qui ont beaucoup emprunté. Les particuliers aux États-Unis qui vivent beaucoup avec des prêts à la consommation, poum, ça saute. Les emprunteurs immobiliers qui empruntent à taux variable, poum, ça saute. Enfin, ça provoque une déflagration économique. Donc, c'est impossible de relever durement les taux. On peut simplement, façon incrémentale, de 0,25 en 0,25, en espérant que... C'est ce que va faire Mme Lagarde. Et il faudrait que dans le même temps, mais il faut aussi que dans le même temps, les États réduisent leur déficit et arrivent à l'équilibre budgétaire. Comme la Russie, par exemple. À ce moment-là, ça pourrait marcher. La Russie, ils avaient un peu prévu leur guerre à l'avance, donc ils ont l'équilibre budgétaire, ils ont peu de dettes, ils ont beaucoup d'or. Et ils n'ont plus de dépendance de dollars. Voilà, donc ils ont un peu prévu le coup. Nous, oui, j'ai prémédité, donc. Bah oui, totalement. Il y avait un peu de préméditation, voilà, pour renforcer l'indépendance du pays, ça c'est clair. Voilà. Nous, on prémédite rien, et puis ensuite on déclare la guerre. Donc, mais quand tu déclares la guerre, quand tu as du déficit et que tu dois te financer, enfin, voilà, il y a un peu un problème, quoi. Donc nous, on est dépendant. On dépend d'une situation saine, justement, pour se déclarer en guerre, comme Bruno Le Maire le voudrait, là. Donc c'est pas malin. Mais la remontée des taux, si on arrive à l'équilibre budgétaire avec une remontée des taux, à la limite, ça peut passer. Mais on ne prend pas ce chemin-là. Parce qu'avec l'Ukraine, on va renforcer le budget de la défense, on va compenser les pertes économiques qui sont liées à la rupture des liens avec la Russie. Donc il va falloir continuer le déficit. Donc quel problème, Philippe Herrlin, le prochain président, si c'est Emmanuel Macron ou un autre, à quel problème il devra faire face
pour gérer cette crise de l'inflation? Oui, plein, mais la première chose à faire pour moi, c'est d'aller vers la voie d'une réduction de déficit en passant à la paille de fer les dépenses publiques françaises, de faire des réformes que nous, on n'a jamais fait. Tous les pays européens occidentaux, à un moment ou à un autre, ont fait des réformes. Le Canada, la Suède, les pays du Nord, l'Allemagne, à un moment, on fait des réformes. Schröder, on fait des réformes qui ont payé. Oui. Bon. Nous, on ne l'a jamais fait, donc on se retrouve en très mauvaise situation. Donc il faudrait commencer par ça, chez nous, pour réduire les dépenses publiques et parvenir à un équilibre budgétaire pour ne pas être dépendant de l'étranger ou de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire la planche à billets. Quoi. Voilà. Et c'est la bonne façon de réduire la planche à billets, donc de réduire l'inflation. Et l'autre chose, c'est qu'il faut sortir complètement de la transition énergétique. Voilà, il faut abandonner les éoliennes. Il faut aller vers le nucléaire pour avoir une énergie qui soit bon marché. Et comme ça renforce la compétitivité de nos entreprises et ça préserve le pouvoir d'achat des Français. Voilà, ça, ce serait déjà deux choses. Est-ce qu'il vous semble qu'un candidat à la présidence s'approche de ce type de programme? Alors moi j'ai décidé, vous savez, c'est public, j'ai décidé de rallier Éric Zemmour parce qu'il a un programme qui va dans ce sens-là. Voilà, mais il faut aussi que les Français en prennent conscience. Voilà, c'est aussi ça qui est important. Parce que je crois qu'il faut répéter à notre téléspectateur que vraiment, dans ce conflit, la première victime, ce sera l'Europe. Et au sein de l'Europe... ce sera les populations européennes. Oui, bien sûr, quand je dis l'Europe, voilà. je pense... Mais l'Europe, oui. Les populations... Mais si vous avez deux signes, quand l'immobilier flambe comme il a flambé, et quand la dépense publique flambe comme elle flambe, on ne peut pas dire que ce soit une économie saine, c'est même une économie en déclin. C'est ça tout. On le voit avec la désindustrialisation, ça se traduit par ça. Hein. Le fait la France a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'OCDE. Voilà, il faut être conscient. Donc à partir de là, nos entreprises ont des boulets aux pieds et ne peuvent pas être compétitives. Voilà. Et donc, on le voit depuis on perd des parts de marché, on n'a plus qu'une économie de services et de consommation financée par la dette. En fait, voilà, on file des chèques aux gens pour qu'ils consomment. Oui, et c'est ça qui soutient la pseudo-croissance ou qui évite l'effondrement. Quoi. Mais ce sont là des perspectives bien sombres quand même. Oui, pour l'instant, oui. Je vous donne une toute petite note d'espoir pour conclure cette émission. Une note d'espoir, j'en vois pas trop. Enfin, j'espère que la présidentielle va permettre un grand changement et une prise de conscience des Français qu'on ne peut pas continuer sur la voie sur laquelle nous sommes. Quoi. Eh bien, merci Philippe Elmin, merci Pierre. Et chers téléspectateurs, à très bientôt.